5 sur 5. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Débris Sport. Au programme ce lundi, le récap du Grand Prix de Formule 1 à Jeddah, le PSG surpris par Rennes en Ligue 1 et Carlos Alcaraz vainqueur à l'Indian Wells et de nouveau numéro 1 mondial au classement ATP. Avec nous pour cette émission, on a évidemment Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir Corentin. Bonsoir Jordan. Salut les gars. Et puis bonsoir Louis. Bonsoir à vous. Et Timothée qui est évidemment là ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous et on va tout de suite démarrer avec le Grand Prix de Formule 1 qui s'est déroulé dimanche avec pas mal de surprises quand même. Une victoire inattendue, si on peut le dire, avant le week-end de la Red Bull de Sergio Pérez. Et non, c'est pas Max Verstappen qui a gagné ce week-end, même si on pouvait s'y attendre. Il y a eu des petits problèmes et Corentin, tu nous fais le récap du Grand Prix. Oui, alors inattendu dans le sens où c'est pas Max Verstappen, mais évidemment ça reste une Red Bull qui remporte ce Grand Prix et un doublé même pour Red Bull qui font 1 et 2 avec Max Verstappen, deuxième qui partait, 15e sur la grille. Alors pour contextualiser un petit peu cette course, il faut revenir au niveau des qualifs où Verstappen dominait littéralement, que ce soit les essais libres ou même les qualifs, jusqu'à ce qu'il y ait un problème de fiabilité, le tout premier de la saison pour Red Bull, avec sa boîte de vitesse qu'il lâche en Q2, ce qui le contraint à ne pas faire un seul tour en Q2 et donc à partir 15e sur la grille, ce qui était assez pénalisant pour le double champion du monde. Du côté de Ferrari et plus précisément de Charles Leclerc, on avait appris avant le Grand Prix, avant les essais, qu'il avait changé son boîtier électronique et qu'il partait avec 10 places de pénalité. Ce qui fait qu'au niveau des qualifs, on avait un Max Verstappen qui était 15e et un Charles Leclerc 12e. Donc ça nous promettait une belle bataille. Résultat de la course, on a eu un Charles Leclerc très il n'était pas dans son élément. Il n'était pas au niveau de Max Verstappen. Il n'était pas au niveau de Max Verstappen et on a vu une Ferrari qui n'était pas si brillante qu'on le pensait dans ce début de saison, puisque les Ferrari feront 7 et 8 il me semble, si on peut revoir le classement en Formule 1. Donc les Ferrari font... Alors ça c'est pour le classement pilote, mais les Ferrari font 7 et 8 avec Carlos Sainz et Charles Leclerc et... Tandis que les Red Bull font 1 et 2 et les Mercedes parviennent quand même à se hisser 4e et 5e devant Ferrari, avec notamment George Russell 4e et Lewis Hamilton 5e. À noter aussi que Alonso a pris 5 secondes de pénalité au départ pour s'être mal positionné. En fait, on a une bis repetita d'Esteban Ocon il y a 2 semaines où il prend 5 secondes parce qu'il est mal positionné sur la grille. On pensait que ça allait se transformer en une pénalité de 10 secondes ou dans ce cas, il aurait terminé la course 4e, laissant la place du 3e sur le podium à George Russell. On a appris ça après la course. Et puis finalement, dans les alentours de minuit, 1h du matin, on réapprend une nouvelle fois que Fernando Alonso obtient son 100e podium dans sa carrière, donc redevient 3e puisque la pénalité est annulée. Donc voilà, bonne nouvelle pour Fernando Alonso qui confirme la forme du moment d'Aston Martin et confirme qu'ils sont vraiment la deuxième force du plateau. Et justement, ça nous amène à un débat, le premier débat de l'émission. Fernando Alonso, nouvelle fois 3e, deuxième podium en 2 Grands Prix. Est-ce que pour vous, c'est le principal opposant, on va dire, au pilote Red Bull, et est-ce qu'il peut viser un podium cette saison au classement des pilotes? Louis, ton avis là-dessus? Bien sûr, quand on voit sa vitesse, son rythme de course, on peut que se positionner sur ça. On peut que dire qu'il va terminer 3e. Alors, faut voir si l'Aston est encore, si elle est fiable, parce qu'on a eu que 2 courses, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de certitude. Et un abandon de Lance Stroll. Problème de fiabilité pour Lance Stroll. Voilà, donc. J'aimais quand même une petite réserve là-dessus parce qu'on ne sait jamais en Formule 1, mais il est très bien parti, il a le niveau et l'expérience pour garder cette 3e place. En tout cas, c'est sûr qu'il peut jouer la 3e place, mais pour toi, parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que Max Verstappen et Sergio Pérez feront sans doute 1 et 2 au classement général. Peut-être c'est discutable, mais on partirait là-dessus. Pour toi, qui serait le
l'opposant à Fernando Alonso pour cette 3e place? George Russell, je le vois vraiment enquiquiner Alonso et essayer de lui choper quelques podiums durant la saison. Donc là, ça veut dire que Mercedes redeviendrait la deuxième force du plateau. De ce que j'ai vu à Jeddah, oui. Ok, et juste pour revenir un peu sur le Grand Prix, on peut noter aussi que McLaren ne va pas bien. Là, ça fait le 2e Grand Prix où ils sont vraiment au fond du trou. C'est rien de dire qu'ils vont pas bien, c'est vraiment la crise là. Ils sont au fond du trou. Là, quand tu vois qu'ils font encore une fois les dernières places, ils se battent pour les dernières places. Alors que Piastri partait 8ème. Piastri partait 8ème. Malheureusement, il a un accrochage avec Pierre Gasly au premier virage, ce qui lui contraint à changer d'aileron. Du coup, il passe toute sa course en queue de peloton et il n'arrive pas à doubler, et la seule voiture qu'il a doublée, c'est Lando Norris, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment pas bon pour McLaren. Ouais, Jordan, pour toi, pour revenir sur le débat par rapport à Alonso, il est aussi en pole position pour faire 3e d'après toi? Je vais pas chipoter comparé à Louis, oui. Clairement, je le vois pareil finir 3e. Et je pense que les 2 premières courses de la saison, elles montrent déjà un très beau reflet de ce que va être cette année. Avec encore une fois Ferrari qui connaît plein de galères. Et puis là, on a vu que Ferrari, c'était même plus au niveau de la fiabilité ou de la stratégie. C'était vraiment des pilotes. Ouais, le niveau des pilotes et de la performance de la monoplace. Et après, il y a la voiture à bien maîtriser. Peut-être que ça va s'arranger en courte saison. Mais et pareil, pour reprendre ce qu'a dit Louis, peut-être un Russell qui va venir dans ses pattes, lui gratter des podiums exactement comme il a dit. Mais sinon, oui, l'expérience d'Alonso va faire que je pense que ça va pas bégayer sur la saison entière. Axel, d'accord avec Louis et Jordan du coup? Oui, clairement. Après, moi je suis pas un grand spécialiste de la F1, hein, je vais pas mentir, mais c'est vrai que j'ai déjà vu Alonso faire 2 belles courses et vu son expérience, je pense qu'il peut clairement accrocher cette place là. Il mériterait d'ailleurs, même si après ça fait que 2 courses, on n'a pas encore tout vu, donc faudra voir pour le reste. Mais après, pour les concurrents, moi j'attends de voir aussi Charles Leclerc, parce que certes il a fait une mauvaise course, mais comme on l'a dit, ça fait que 2 courses. L'année dernière il a fait quand même un bon classement, il me semble, 2e ou je sais plus au général. 2e, il finit 3e. Il finit 3e, voilà, c'est ça. Derrière, oui. Voilà, c'est classement général, non, il finit 2e au classement général. Ouais. Charles Leclerc, oui, deuxième. Il bat Pérez dans le dernier Grand Prix. Ouais. Mais du coup, moi en vrai, je le vois bien se reprendre. Après, on verra ce qui s'ensuit, mais j'ai hâte de voir le prochain. Et juste pour conclure sur ce Grand Prix, on a vu des Alpines qui ont enfin sorti les crocs, on peut le dire, avec une P8 et une P9. Ocon qui a battu Gasly à la régulière, on peut dire ça, qui a fini devant Gasly, et on a eu 2 Alpines dans les points, ce qui confirme que ils ont une belle voiture, ils ont bien travaillé dessus, mais ça reste évidemment moins que les mastodontes comme Mercedes, Ferrari ou encore Red Bull et Aston Martin. S'il y a un bon développement, ils peuvent gratter des top 5 durant la saison. Moi, ça ne m'attendrait pas. En tout cas, ça promet pour la suite. Ça promet aussi une belle bataille entre Ocon et Gasly. Là, on voit qu'ils sont vraiment au coude à coude. Grand Prix précédent, c'était Gasly du coup qui était rentré dans les points. Là, c'est Esteban Ocon qui est devant Pierre Gasly. Donc c'est sûr qu'on peut s'attendre à une très belle bataille entre les. On espère que ça va pas influer leur relation extérieure. Ouais. En tout cas, on a eu la première bataille entre les deux dans ce Grand Prix, donc on attendait un peu de voir. Ça s'est plutôt bien passé. Ils ont bien ouvert la porte, mais il faudra voir dans les prochains Grands Prix. On va maintenant passer au rugby. Parce que ça y est, le tournoi destination s'est enfin terminé au bout de 5 journées, on peut dire spectaculaires, et malheureusement pour nos Bleus, c'est pas cette année, pas 2 fois de suite. Ouais, c'est bien dommage. On finit très bon deuxième quand même. On finit très bon deuxième avec 4 bonus offensifs, sauf contre l'Irlande du coup. Donc quand même une armada offensive assez excellente. En 2 matchs, on a quand même mis 94 points. Certes, c'était contre des équipes qui jouaient pas forcément bien en défense, mais c'est quand même 94 points, donc faut le noter. Mais après, on va dire chapeau aux Irlandais qui réalisent le Grand Chelem, du coup le 4e de leur histoire après 2018. Ils réalisent ça aussi en même temps que les U20, les U20 irlandais qui ont fait un excellent tournoi avec une victoire encore contre nous, 33-31 contre la France. Le 2e d'affilée en U20, donc c'est-à-dire qu'ils ont gagné 2 grands chelems d'affilée. C'est la première fois en fait que ça arrive pour les U20, mais il y a un bon vivier en Irlande. C'est vraiment impressionnant. Puis là l'Irlande, pour moi ils ont juste dominé en fait ce tournoi destination. J'ai une question pour toi, à ton avis, parce que tu as l'air de mieux t'y connaître que nous ici. Ton joueur, ton MVP on va dire sur les 6 nations, ce serait qui
Ça peut être un Irlandais ou un Français. Mon MVP, en fait, je vais pas être forcément objectif. C'est-à-dire Antoine. Mais voilà, pour moi, c'est soit Antoine, soit Damien Penaud. Moi, je dirais plus Penaud ou Ramos, ouais, clairement. Mais voilà, après, ces 3 joueurs-là qui font une force exceptionnelle. Après, voilà, les Irlandais, il y a aussi Keenan qui est incroyable. Van der Fiel, il n'a pas fait un très très bon tournoi, à mon avis, alors que c'est le meilleur joueur au monde en titre. Et puis pour la légende, Johnny Sexton. Voilà, pour la légende, on va en parler aussi de ce meilleur marqueur, en tout cas, du tournoi Destination, qui dépasse Ronan O'Gara. Et ouais, enfin, il le mérite, et je pense que c'est sa dernière saison d'ailleurs dans le tournoi Destination. C'est sa dernière, c'est sa dernière, il l'a confirmé. Il va juste attendre la Coupe du Monde pour terminer peut-être en beauté, on sait pas, mais voilà, en tout cas vraiment bravo aux Irlandais. J'ai rien à dire parce que c'était beau, en fait. Ils sont mérité. Ouais, c'est clairement mérité parce qu'ils sont réguliers, ils ont un affectif incroyable, c'est-à-dire que même les remplaçants sont très bons. Ils ont quand même perdu trois grands joueurs sur le match d'avant, avec une blessure énorme de Ringrose, et franchement c'est excellent. En fait, ils ont un effectif tellement énormes qui peuvent se permettre de faire tourner et quand même mettre une raclée aux Anglais. Est-ce que pour toi c'est ça qui a fait la différence, qui a fait que l'Irlande a été meilleure que la France sur ce tournoi? C'est leur profondeur de banc, ou c'est autre chose? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que la France dans ce tournoi? Alors en fait, je vais peut-être être peut-être pas encore une fois objectif, mais pour moi c'est parce qu'on a joué le match peut-être trop tôt, que les Irlandais, eux, ils n'ont pas forcément eu beaucoup de matchs comme les Français ont eu dans le top 14, avec la Champions Cup et le top 14 où ils avaient en fait des matchs toutes les semaines avant. Alors que les Irlandais, eux, certains n'avaient pas de match depuis 1 ou 2 mois même pour préparer justement ce tournoi. Mais je pense que si on avait joué le match cette semaine, ça aurait vraiment changé beaucoup de choses. Après voilà, ils ont quand même super bien géré, ils ont mis le bonus offensif contre nous, donc et après t'as oublié une chose, Axel, c'est le fait que les Bleus n'ont reçu que 2 fois cette saison, tandis que les Irlandais ont reçu 3 fois à l'Aviva Stadium. C'est quand même un plus quand on sachant vu l'ambiance qu'il y a dans l'Aviva Stadium, même si c'est pas un immense stade comme on peut voir à Twickenham, mais il y a une ambiance de feu, et puis ça vit le rugby, ça pue le rugby, si je peux dire. Voilà, c'est tout pour le rugby, et ils l'ont prouvé encore, et ça sera franchement un des favoris en tout cas pour cette Coupe du Monde. Bah oui, justement, le tournoi Destination c'est bien, mais la Coupe du Monde en France c'est mieux. Encore mieux. C'est à partir de septembre. Évidemment, nouveau débat pour ouvrir ce tournoi. On en reparlera peut-être dans les prochaines émissions de la Coupe du Monde. Pour vous, est-ce que la France est quand même favori de ce mondial à domicile? Donc c'est évidemment un avantage, ou l'Irlande, la Nouvelle-Zélande ou autre serait le favori de cette compétition? Axel, je te laisse commencer. Alors moi j'ai des doutes quant à l'Irlande, même si je les vois quand même favoris, ça c'est sûr. Mais en fait, ils sont le groupe de la mort. Ce que j'appelle le groupe de la mort, c'est parce qu'il y a l'Afrique du Sud, donc les tenants au titre, qui sont une équipe juste incroyable en termes physiques. C'est incroyable, vous irez voir peut-être encore des compilations. Ouais, encore cette année en fait. C'est avec De Klerk, le demi de mêlée, pardon, il est tout petit, et pourtant il met des gros taquets à des gros, et puis en fait c'est ça Antoine Dupont en version XXL. C'est ça, ouais, c'est ça. Même si ils se valent un peu, hein. Mais voilà, bon, moi je les vois pas forcément favoris parce qu'ils sont avec l'Afrique du Sud et l'Écosse, donc un très gros groupe, alors que nous on est seulement avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Seulement, voilà, mais si on passe la Nouvelle-Zélande, après ça devrait marcher. Après, franchement, là on parle de l'Irlande qui a quand même largement battu l'Écosse, donc ils sont quand même au-dessus. Oui, forcément, mais ce que je veux dire, c'est que l'Écosse, voilà, c'est très irrégulier, et s'ils jouent absolument tout ce qu'ils peuvent jouer, ils peuvent faire très mal, et on l'a vu sur les 2 premiers matchs d'ailleurs qu'ils ont fait dans le tournoi Destination. Donc à voir, mais moi je mettrais quand même la France, parce qu'ils vont récupérer Jelonche, ils vont avoir Danti dès le début, s'ils se blessent pas, de la compétition. Ils vont avoir Gabin Villière, donc on va récupérer quand même des énormes joueurs qui ont une importance folle l'année dernière. Donc je vois quand même la France favorite avec l'Irlande et avec l'Afrique du Sud.
Et la Nouvelle-Zélande, non, tu la mets pas dans ce... La Nouvelle-Zélande, voilà, je la mets pas parce que ils sont moins bien. Après, c'est la Nouvelle-Zélande, hein. C'est quand même la Nouvelle-Zélande. Ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là. Je mettrais peut-être une petite pièce pour une équipe un peu surprise sur l'Argentine. Voilà, parce que c'est une équipe qui est quand même forte. Oui, mais ils sont pas dans un bon groupe avec l'Angleterre et puis après le Japon, il me semble. Donc je pense que ça peut passer. Après, voilà, il y a quand même des énormes équipes, donc à voir. Et Jordan, petit favori? Bon, je suis pas un grand expert en rugby. Comme il l'a dit, il y a cette équipe aussi du Japon qui commence à monter encore, mais je vais pas aller plus loin. Je vais dire la France. Pour un premier argument, c'est qu'on est à la maison. On n'en a jamais gagné. Je vois pas une meilleure occasion de la célébrer chez nous en France. On a des super infrastructures en France pour accueillir des matchs de rugby maintenant. Donc, et puis on a le meilleur championnat du monde. Et franchement, quand la finale ce sera au Stade de France, j'imagine, Sophie prépare les JO. Ça, ouais. Ce sera au Stade de France, donc je vois que l'équipe de France pouvoir soulever ce trophée chez nous. Et Louis? Pareil, pour être original, je veux dire la France, mais il y a aussi l'Afrique du Sud, l'Irlande que je vais surveiller, l'Écosse qui peut être un vrai poil à gratter dans le groupe de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. Donc, mais je vais dire quand même la France, on a des joueurs solides, on est à la maison, tu l'as dit, c'est important de jouer à domicile. On l'a vu avec l'Irlande lors du tournoi destination, donc je pense que la France est favorite. Et Corentin, avec les quelques blessures des Irlandais là, dans ce tournoi destination, c'est sûr que l'équipe est encore un peu affaiblie. Toi, tu vois l'Irlande remporter ce tournoi pour changer un peu des autres ou non, tu vois quand même la France? Non, pas l'Irlande parce que je reste dans mon objectif du début du tournoi destination où j'avais dit que le vainqueur destination ne remporterait pas la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'avais dit que les Bleus ne devaient pas gagner ce tournoi destination. Okay. Donc, si on suit mon raisonnement, clairement. Vous connaissez le vainqueur de la Coupe du Monde. Après, il y a l'Afrique du Sud. Qui sera le Pays de Galles. Et non, pas quand même. J'espère pour nous que la France va gagner. J'espère que les Bleus vont gagner parce qu'ils ont vraiment une équipe pour, et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de décrocher une Coupe du Monde après 2011. Ouais. Et après, je vois pas non plus l'Afrique du Sud aller très très loin. En tout cas, pas en finale, contrairement à beaucoup de monde. Mais je vois, je sais pas moi, une équipe comme l'Écosse en vrai. L'Écosse en finale contre la France par exemple? Non, pas forcément en finale, mais aller loin jusqu'au dans le dernier carré parce que c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui sont irréguliers, mais en même temps ils ont quand même de sacrés talents, donc l'Écosse peut aller loin. Et toi, Timothée? Moi j'ai envie de dire la France parce que on connaît la magie des supporters. En plus dans le rugby c'est encore plus fort. Franchement tout le monde est derrière l'équipe et je pense qu'on a quand même des joueurs excellents. On a parlé de Penaud, Dupont, Ntamak. Enfin vraiment il y a Ficou. Il y a une énorme équipe. Et je pense que à domicile ce serait beau et j'ai envie d'y croire. Mais moi je tiens juste à dire que je pense que c'est la meilleure équipe de France de tous les temps qu'on n'a jamais eu. Carrément de tous les temps. Parce actuellement ou en 2021? Actuellement 2022-2023. Donc je pense que c'est vraiment le moment pour la gagner parce que la dernière fois qu'on allait en finale c'était contre la Nouvelle-Zélande. En 2008. En 2011. 8-7. Un match, j'en dirais pas plus, j'ai encore là. Mais je pense que c'est la meilleure équipe de tous les temps. Et on peut vraiment faire quelque chose parce que c'est en France, on a le meilleur championnat de France comme tu l'as dit, on a des joueurs qui sont extrêmement en forme, on a certainement pour moi le meilleur joueur du monde depuis 3 ans avec nous. Je pense que c'est le destin et franchement c'est vraiment le moment. Après à voir. Bon, on suivra ça évidemment, on en reparlera dans les prochaines émissions. On va passer maintenant avec un petit point football, plusieurs petits points football. On va commencer avec le gros match, l'affiche, est-ce que c'est encore une affiche? Bon, ce sera un autre débat, mais un match entre Barcelone et le Real Madrid, une victoire du Barça sur le fil, Louis, et quand même un très beau match. Un très beau match, on a vu quand même Barcelone montrer un très beau visage et à contrario le Real qui nous a un peu déçus je trouve dans son animation offensive. Ça fait déjà 2 fois, 2 classicos. Exactement. À l'image un peu de sa saison en Liga. À l'image de sa saison en Liga, c'est un peu, ils se suffisent, je sais pas si ça peut se dire, mais si clairement. Ils vont pas jusqu'au bout sur les matchs, c'est toujours assez serré, donc pour moi ça montre un peu la physionomie de ce championnat, un Barça qui se donne à fond et les 2 buts sont vraiment illustrent le Barça, ils vont jusqu'au bout à la 45e et à la 92e. J'avoue. Donc
c'est un très beau match et pour moi le Barça mérite. Dans son animation offensive, ils ont été plus intéressants et plus tranchants. Et le Real n'a pas manqué son match, mais les gros joueurs comme Benzema n'étaient pas là. D'ailleurs, t'es d'accord sur la note donnée par As, Benzema le 0 Non, mais 0, c'est. Tu peux pas mettre 0. C'est la presse espagnole. Hein. Oui, faut remettre dans le contexte. Mais, presse madrilène. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Peut-être qu'ils étaient énervés et qu'ils l'avaient entre la gorge comme Axel, mais justement, est-ce que ça veut pas juste dire que le Real Madrid et la Liga, franchement pour cette année, c'est vraiment ils ont fermé boutique, c'est pas leur objectif et ça montre vraiment qu'ils se concentrent sur la Ligue des Champions? Je pense pas, je pense juste que c'est un non-match et que Barcelone était meilleur. Le but est un peu à contre-courant de la physionomie et Vinicius va voir Aroro et lui dit c'est de la malchance. Donc ça courant et à contre son camp aussi. Donc, voilà. Donc je pense que non, c'est un non-match du Real et je pense qu'ils vont se concentrer maintenant sur la Ligue des Champions. Et pour revenir rapidement sur le match de Baldé aussi, tu nous avais parlé de ce joueur dans ta rubrique le joueur clé. Il est aussi à l'origine du dernier but. Donc c'est très belle performance de sa part. Je suis très content. Et pour juste revenir sur un petit point sur la Liga, est-ce qu'elle est toujours attractive selon vous, autant qu'elle l'était avant, où elle concurrençait quand même la Première Ligue? On se rappelle d'il y a 2 ans, voire 3 ans grand max, on se disait que la Liga rivalisait avec la Première Ligue. Aujourd'hui, peu de gens s'intéressent encore à la Liga tellement elle est pliée et il n'y a pas de concurrence en fait. Même le Classico n'est pas agréable à voir. Jordan, t'as pas l'air d'accord? Je suis pas d'accord. Alors après, c'est vrai qu'il y a 2 départs à souligner quand même, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui incarnaient leur club. Puis même au-delà, c'était des équipes phénoménales. Donc je pense que oui, ça a perdu en niveau et peut-être un petit peu en attractivité, mais ça reste la Liga, ça reste le FC Barcelone contre le Real chaque année pour le titre, avec l'Atlético qui toujours dans son style vient embêter les 2 cadors. Donc honnêtement, je pense que ça le reste, c'est toujours des clubs qui même à l'échelle européenne continuent à prouver. Un peu moins le Barça, mais le Real qui est toujours là. Un peu moins cette année quand même, parce que oui, on voit que c'est sûr qu'il y a le Real encore ils sont en quart de finale. Ligue champion, il y a quand même Séville aussi en Ligue Europa. Et puis voilà, par exemple, le Betis, c'est une belle équipe de Liga qui est à suivre, clairement. Là où le FC Séville est en train de s'enterrer, il y a le Betis qui monte. Après, là, tu parles de la Coupe d'Europe, il faut vraiment... non, je te parle même à l'échelle de la Liga. Par exemple, cette année, le Betis qui fait une saison, je trouve, exceptionnelle à leur échelle. Même la Real Sociedad aussi. Donc honnêtement, ça reste de très grands joueurs. Il y a quand même Lewandowski d'un côté, Karim Benzema de l'autre. Peut-être les 2 des 4 meilleurs 9 au monde actuellement. Ils ont encore les meilleurs joueurs du monde. Il y a Vinicius, il y a Modric. Mais ça n'a pas le même impact. Beaucoup moins qu'avant. Voilà. C'est plus Messi et Cristiano. Avant, on avait des duels Bale, Ronaldo, Neymar, Messi, Suarez, Neymar. Voilà. On peut pas comparer aujourd'hui. C'est vrai que ça a changé, mais je pense que le foot c'est jamais éternel et il faut se réinventer et j'ai l'impression qu'ils le font pas trop mal quand même. Et Axel, un petit mot sur justement ce sujet sur la Liga? Moi je pense que alors oui, elle est toujours attractive, par contre comme vous l'avez dit, c'est plus des classicos d'antan comme on avait avec que des légendes sur le terrain. Après ça reste quand même c'est quand même Barça Real, c'est quand même 2 énormes équipes. Moi honnêtement, ils tombent pas contre Manchester United. Le Barça, je pense qu'ils vont loin et ils vont même en finale, je pense. Ils ont un très bel effectif quand même, même si c'est plus l'effectif comme avant, mais ça joue bien. Sous Xavi, ça fait des passes, ça fait des transitions, même si le match contre le Real n'était pas non plus fou. Ça reste une belle équipe, mais après le Real, pour moi, ça va aller très loin, pareil en Ligue des Champions. Donc c'est 2 très grosses équipes dans la Liga. Qui garde toujours cette attractivité. Après, forcément, ça a baissé. Il y a des équipes montantes, comme on l'a tous dit, la Real Sociedad, le Betis, qui peuvent être le renouveau aussi dans les prochaines années. Après, à voir. Je pense que ça concurrence quand même plus la Première Ligue, parce que vraiment la Première Ligue c'est un autre niveau. Avant de passer à la prochaine rubrique sur la Ligue 1, je voudrais peut-être qu'on fasse un petit point sur le classement de la Ligue 1. Voilà, parfait. Je pense qu'on peut dire que c'est presque plié avec le Barça qui a maintenant 12 points d'avance sur le Real, c'est énorme. Et ensuite le Real qui est un peu attaqué par l'Atlético de Madrid, qui est quand même qui revient bien l'Atlético. Donc et Real Sociedad qui est à 3 points quand même l'Atlético. Donc
Donc voilà, et au niveau des barragistes, il y a encore Valence qui est là, 18ème, s'en sort pas. avec 26 points, égalité avec Almeria et Elche qui est dernier à 13 points. Séville qui a 2 points du premier barragiste. On pourrait voir une grosse équipe, voire 2 grosses équipes être reléguées, deux équipes historiques en tout cas de la Ligue 1. Et on va maintenant passer à la Ligue 1 en France avec une journée 28e journée qui a été plutôt plaisante à regarder. On a eu un gros rebondissement, c'est évidemment ce PSG Rennes. Jordan, est-ce que tu peux nous en parler ? Tout d'abord, cette journée, elle commence par un sympathique Nantes-Lyon sur le papier, enfin Lyon-Nantes plutôt, avec une ouverture du score très tôt, dès la 2e minute, sur une perte de balle de Maxence Cacré, puis un cafouillage sur l'arrêt de Rioux, Loukeba la pousse au fond, donc Nantes ouvre le score, et cet homme, Alexandre Lacazette, 17 buts en Ligue 1 avec un bon nombre de matchs ratés, qui vient égaliser. Donc ce score se solde par un 1 pour commencer la journée. Et Lacazette qui dépasse Bernard Lacombe. C'est ça, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Avec 150 buts. 150 buts, c'est ça. J'ai vu la Ligue 1 qui s'était trompée sur Twitter, qui avait mis que Lacazette avait mis 150 buts en Ligue 1. Donc là, je ne sais pas comment ils ont pu se permettre. Mais sinon, l'autre rencontre, comme tu l'as un peu lancé, ce PSG Rennes qui encore surprenant, qui en a surpris, mais je sais pas vraiment parce que Paris n'a jamais été dans son match. Mais c'est au Parc. Ils mettent 0 but. Il y a Ekitike qui le dit en interview un petit peu après. Le PSG n'a pas mis de but. Et Jordan, tu veux une stat ? 17 tirs, 8 cadrés pour le PSG, 0 but. Ouais, mais ça annonce aussi, ça me permet d'amorcer sur le grand Steve Mandanda, qui a fait un super match, qui n'a pas laissé passer une frappe de Messi, qui pour moi était le Parisien le plus dangereux hier. Ah oui, clairement. Avec un Mbappé encore une fois inexistant. Ça a commencé à faire un petit peu là, avec les derniers matchs de Coupe d'Europe également. Et aussi, on a vu des problèmes dans les tribunes avec une très belle réalisation qui a montré Kim Kardashian. Non, pas Kim Kardashian, mais Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos foudrage après un but de Rennes. Vraiment, on voit qu'il y a des gros problèmes. Surtout, faut le dire, le PSG n'avait pas vraiment. Enfin, c'est l'argument de Christophe Galtier, même si moi je l'accepte pas. Il dit qu'on n'avait pas de cadre. Il dit que les cadres étaient en tribune sur ce match. Quand il a encore taclé ses jeunes. Il a encore taclé les jeunes. Une défense à 3, Pereira, Bichabou, Bernat. Je trouve que tu n'as même pas le droit de la critiquer. Ils prennent un but juste avant la mi-temps et ils en prennent un au retour de la mi-temps. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Peut-être le meilleur parisien, c'était Marco Verratti, et encore. Il n'y en a pas eu vraiment des bons. Et côté Rennes, a souligné le très bon match de Toko Ekambi, qui met un super but. Pour revenir rapidement sur la communication de Christophe Galtier, est-ce que Louis, tu as un mot à rajouter ? Parce que ça fait quand même plusieurs fois que Galtier fait quelques gaffes et il commence vraiment à être sur la sellette. Il fait des gaffetiers. Du coup, pour rebondir, je trouve que c'est assez pathétique ce comportement de Galtier. Je vois pas quel message tu envoies aux jeunes du centre de formation. On s'excuse pour ce petit flop. Et je vois pas quel message tu envoies aussi aux jeunes d'Île-de-France et de France entière en fait. Enfin, quel mépris tu as au niveau des jeunes. Enfin, déjà Warren Zaïre-Emery que tu tacles face à Reims, si je dis pas de bêtises. Ensuite il y a Bichabou face au Bayern, alors que c'est pas vraiment de sa faute. Il voit Marco Verratti lui demander, t'as 17 ans, tu vois Marco Verratti te demander la passe, tu l'as fait. C'est Verratti qui se trompe. C'est Verratti qui perd la balle. Oui, voilà. Parce qu'il disait qu'il pouvait allonger. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Non, bref. Et il y a eu aussi Pembele qui l'a attaqué. Il s'est blessé malheureusement. Il s'est blessé. Donc, mais là où je veux en venir, c'est que tu envoies un mauvais message aux jeunes et puis on connaît la capacité à Paris à ne pas retenir ces jeunes et à les vendre et puis après exploser. Kalimundo. Ah oui, qui vient de marquer contre le PSG. Moi je suis un jeune du PSG, j'ai pas envie de rester dans ce club. Enfin vraiment, il y a un mépris énorme envers moi. Et encore moins maintenant avec Galtier. Parce et que encore c'est moins, sûr qu'on avait déjà le problème. On avait déjà le problème des jeunes à Paris. Et Galtier, il n'est pas là pour arranger les choses. Clairement, pour rassurer ceux qui sont en U15, Galtier il va pas rester 8 ans sur le banc du PSG. Mais il est déjà sur la sellette après l'équipe. Là, on rassure pas Ismaël Garbi, on rassure pas Edouard Michou, Warren Zaïre-Emery. Moi, je suis un de ces jeunes, je me pose des questions et je me dis mais pourquoi à Rennes je serais pas mieux considéré ? Pourquoi à Marseille, je dis n'importe quoi, je serais pas mieux considéré ? Quand on regarde Xavi Simons, quand on regarde Nkoukou, quand on regarde Diaby, c'est des exemples qui nous montrent que partir de Paris quand t'es jeune, c'est une libération. Donc pour moi, Galtier, il devrait pas attaquer ses jeunes, il
devrait plutôt attaquer le plan tactique du PSG et peut-être ses cadres. Et de toute façon, Galtier, on n'est même pas sûr de le voir. Peut-être que la prochaine émission de jeudi, il sera même plus entraîneur du Paris Saint-Germain. On verra. Valises, hein. Bien sûr, on suivra ça, mais on vous tient évidemment au courant, mais c'est sûr qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais Jordan, pour revenir sur la Ligue 1, tu voulais aussi parler d'un joueur à Marseille qui a fait un très beau match. Alexis Sanchez qui fait, au-delà d'un très bon match, une très bonne saison. Il vient d'inscrire un doublé contre Reims pour donner un bon petit coup franc. Ouais, un très très beau coup franc pour égaliser sur ce but de Balogun un petit peu plus tôt. Donc les 3 buts interviennent en première mi-temps. Mais Marseille qui vient stopper la série de Reims, qui était sur 18 matchs sans défaite. Will Steele n'est plus immortel, on va dire. D'ailleurs, 19 matchs sans défaite. Petite info, il y a West Ham qui serait sur Will Steele, son club de cœur en plus. Mais voilà, Alexis Sanchez, qui sur son deuxième but profite d'une erreur de Abdelhamid pour, même au-delà de ça, inscrire un très beau but. Il est à 16 buts cette saison, si je ne me trompe pas, en Ligue 1. C'est l'homme qui représente l'attaque de Marseille. La mentalité, ça faisait longtemps qu'un attaquant comme ça ne l'avait pas eu à Marseille. On sait que les attaquants marseillais, depuis quelques saisons, ne sont plus vraiment... 16 buts, c'est ça. 16 buts ? Ok, merci. On sait que depuis quelques temps, ils sont plus vraiment là-dedans. Les attaquants marseillais, tout le temps, ils se trouent, si je peux me permettre. Donc Alexis Sanchez, il a tout qui correspond à Marseille. Maintenant, il va falloir voir s'ils vont pouvoir le garder. Parce qu'on sait qu'un nom comme ça, c'est un grand nom du foot, Alexis Sanchez, passé par Arsenal et le Barça. Après, il est quand même vieux. Il est vieux, mais ça peut attirer des beaux clubs, notamment en Italie, où il est déjà allé. Et juste pour apporter une petite stat concernant ce match, Marseille a remporté son 8e match à l'extérieur en Ligue 1 sur 8 d'affilée. En 2023 ? Cette saison en Ligue 1. Et c'est la seule équipe qui est parvenue... il y a une seule équipe qui est parvenue à faire mieux dans l'histoire de la Ligue 1, c'est l'OM lui-même, qui l'avait fait entre février et août 2009. Donc pour vous dire qu'ils sont... ils sont à 8 de suite. Ils sont à 8 victoires à l'extérieur de suite. Ah, ok. Cette saison en championnat. Ce qui est quand même énorme. C'est sur l'OM. Je sais pas si on peut jeter un œil sur le classement rapidement, du coup. Ouais, le Paris Saint-Germain qui est toujours premier, mais du coup ça se retourne petit à petit, ça change chaque week-end. Il y a 7 points d'avance. Il y a 7 points d'avance, mais bon, on sait que ça peut quand même tourner en cas de nouvelle défaite de Paris. Marseille se rapprocherait à 4 points. Franchement, Et on a Lens qui remonte sur le podium, en tout cas reste sur le podium avec cette victoire 3-0 face à Angers. Lens qui une fois de plus démontre qu'ils peuvent jouer la Ligue des Champions. Paris qui va jouer des gros matchs, donc attention. Ils vont jouer Lyon, Lens. Mais ils ont plus la Ligue des Champions à jouer. Donc Lyon, franchement, là, s'ils n'arrivent pas à remporter le titre cette année, c'est vraiment une faute professionnelle de la part des joueurs, du staff, du club. Est-ce que ça n'est déjà pas une... C'est un autre débat. On va passer au jeu de l'émission. Vous avez déjà spoilé une des réponses juste avant. Les meilleurs buteurs de Ligue 1, les 10 meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Et Axel, je vais te laisser commencer. Ok. Et moi je vais commencer avec Jonathan David. Tiens. Ok, combien de buts ? Pour être précis. 19. Parfait. Ouais. Parfait. Il est premier de ce classement. Voilà. Il n'est pas ex-aequo ? Avec qui ? Mbappé. Ouais, il est ex-aequo avec Mbappé. Ah non, mais là, il n'y a plus d'ordre. Allez, Jordan, à toi. Alexandre Lacazette avec 17. Ouais, et il est la 3ème, 17 buts, c'est ça, parfait. Voilà. Pensons que vous avez les 3 premiers. Axel, à toi. Loïs Openda. Openda, il est là. 7ème avec 14 buts. Oui. Ah bon. Il a dit qui, pardon ? Openda. Sanchez. Ah non, il n'y a pas Alexis Sanchez dans ce classement. Il n'est pas dans les 10 meilleurs ? Il n'est pas dans les 10 meilleurs. Ok. Autant pour moi, ok. Lionel Messi. Il est là, 8ème avec 13 buts. Okay. Axel. Je vais tenter Balogun. Il est là. Justement, on venait de le dire. Oui. Non, c'était dit tout à l'heure par toi, Jordan, mais ça comptait pas pour le pas dans le jeu. Je vais rajouter 5ème avec 16 buts. Je vais rajouter Neymar. Neymar est là, 10ème avec 13 buts. Axel. Il vous en reste 2. Ben Yedder. Ah oui, 3, oui. Il y avait Ben Yedder, effectivement. Ah ouais. Et Mbolo. 4ème. Mbolo n'est pas dans ce classement. Ah, misère. Mbolo, il est 11ème ou 12ème, il me semble. Il vous en reste 2. Le 6ème et le 9ème. Axel, tu peux gagner là-dessus. 15 buts et 13 buts. Voilà. Ah, je l'ai pas. Bon, si vous donnez le club, on le trouvera direct. Oui, c'est trop facile. Non, on peut... peut-être Martin. Non, pas encore. Axel peut-être qu'il est. Axel. Non, je l'aurais pas là. Allez, un nom comme ça, un nom.
Même comme ça, là, je suis en train de prendre les équipes dans l'ordre. Un petit indice? Non, pas encore d'indice. Pas encore d'indice. Indice quand tout le monde aura raté. Ouais. Non, je vais tenter, mais allez, tente, Axel. Je dirais que c'est Kalimundo, mais. Non, il n'est pas là, ça marche pas. Louis? Habib Diallo? Oui, Habib Diallo, 9ème avec 13 buts. Et vous manque le 6ème avec 15 buts. Et on va pas donner l'indice qui pourrait venir comme ça parce que sinon ça va être la région à peu près. Ah non, il n'y a pas de région. Il n'y a pas une région particulière. Teremofi? Oui, oui. Teremofi qui est 6ème avec 15 buts et évidemment qui a joué dans 2 clubs cette saison, Lorient puis Nice. Bravo Louis et bravo Axel et Jordan parce que tout le monde a un peu gagné dans le jeu finalement. Tout le monde a perdu, était bon. Merci pour ce jeu, merci Axel. On va juste faire la petite rubrique du récap d'Alizé et tu reviens parmi nous juste après la transition. Allez. Bonsoir Alizé, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et vous? Ça va très bien. Alors on va commencer ce récap avec le cyclisme Milan-San Remo qui s'est déroulé hier. Oui, alors côté cyclisme, c'est le Milan-San Remo qui s'est tenu hier, comme tu l'as dit. Mathieu Van Der Poel, le champion de ce samedi, a répété que ses doutes depuis Tirreno Adriatico ne lui avaient pas permis d'envisager une telle victoire sur la Via Roma. Une belle victoire en Italie, comme l'avait fait son grand-père Raymond Poulidor en 1961, décédé en 2019, qui suivait de très près les exploits de son petit-fils. Côté biathlon, Julia Simon s'est adjugé ce samedi le gros globe de cristal qui récompense la meilleure biathlète de la saison. Une consécration pour l'athlète de 26 ans qui à l'origine était simplement en quête de régularité cet hiver. Et chez les hommes, le tricolore Quentin Fillon-Maillet a réalisé un beau week-end pour sa part. Pour sa reprise avec une 2e place sur la poursuite et une 4e place sur la mass start. Ouais, très bien, des beaux résultats des Français ce week-end. Quentin Fillon-Maillet, comme tu l'as dit, qui faisait son retour et c'est sûr que c'est que du bon pour la saison prochaine. On va maintenant passer au ski alpin avec Marco Odermatt qui a encore fait des siennes. Oui, alors il a remporté le géant de Solde en Andorre ce samedi avec plus de 2 minutes d'avance sur Henrik Kristoffersson. Le Suisse Marco Odermatt a établi un nouveau record de points masculins sur l'ensemble d'une saison en Coupe du Monde avec 2042 points. Le précédent était détenu depuis 23 ans par l'Autrichien Hermann Mayer avec 2000 points. Sa première manche, elle était impériale samedi matin, plus d'1 seconde d'avance sur Alexis Pinturo qui avait annoncé la couleur. L'épilogue semblait écrit, mais il s'est concrétisé dans l'euphorie générale au pied de la piste de Solde en Andorre. Le Suisse a réussi la performance en disputant moins de courses que Mayer en son temps, qui était de 27 contre 30 pour Mayer et 22 podiums pour chacun. Chez les femmes, Tessa Worley, double championne du monde de géant 2013 et 2017, a pris sa retraite après 254 courses sur le circuit mondial en plus de 17 ans de carrière pour 36 podiums, dont 16 victoires. Ouais, très belle carrière de la Française qui était un peu en difficulté cette saison et c'est une fin de carrière assez logique finalement. Et on va passer maintenant en MMA avec le combat qui s'est déroulé après celui de Cyril Gane contre John Jones. On a eu un gros combat dans la nuit de samedi à dimanche entre Kamaru Usman et Leon Edwards. C'est ça. Kamaru Usman et vs Leon Edwards, c'est l'événement du week-end dans le monde du MMA. Après 2 premiers combats de haut vol, les 2 rivaux se sont retrouvés pour boucler leur trilogie aux yeux du monde entier. Ce combat s'est terminé par une victoire de Leon Edwards, non pas par KO cette fois-ci, mais par décision après les 5 rounds. Rappelons qu'il y a quelques mois, Edwards avait infligé un KO qui avait fait le tour du monde et traumatisé l'ancien champion. Jordan, tu t'en rappelles de ce KO? Ce KO a été magique parce qu'Ousmane, c'est un peu le roi de la catégorie et de la meilleure catégorie, là où il y a les meilleurs combattants.
et ça avait été clairement une humiliation pour lui. Sachant que le combat où il prend ce KO, donc c'était un combat en 5 rounds pour le titre, il gagne les 5 rounds, hein, Ousmane, mais Edwards, dont son surnom c'est Rocky, il a l'habitude, on va dire, de revenir des morts pour affliger un KO magnifique. C'était le KO le plus tard de l'histoire de l'UFC, Non, c'est pas celui-ci, mais en soi c'est peut-être un des plus iconiques parce qu'il lui met un coup de pied gauche dans la tête et Ousmane qui dit s'être réveillé 20 minutes après à l'hôpital, alors qu'il était là, il était conscient. Mais et puis là, je sais pas si tu as eu la même impression que moi en regardant le combat, on a l'impression qu'Ousmane il cherchait à pas se mettre KO. C'est-à-dire que quand tu vois, il était très mesuré dans ses attaques. Quand tu prends un KO, ça te fait un traumatisme. Surtout que Edwards, il a beaucoup insisté sur son jeu de jambes encore une fois. Et tandis qu'Ousmane a tenté de faire beaucoup de takedowns. Au sol, mais une très très bonne défense de Edwards sur les amener au sol qui se relevait à chaque fois très vite. Et on va dire c'était pas le combat de l'année. Edwards, j'ai pas trop été séduit par son combat. De toute façon c'était une défense de titre, donc après moi je trouve qu'il était quand même largement au-dessus d'Ousmane dans son combat. Largement, je sais pas, mais en tout cas il l'a abordé comme une défense de titre, donc oui, Ousmane doit en faire plus pour récupérer la ceinture. Dire qu'il n'est pas passé loin, ce serait faux. Ousmane a attendu les 5 rounds. Il a essayé, mais en face, il était très bon, Edwards. Il le repoussait très bien avec ses jambes. Et au final, ça vient conclure un bel événement ce week-end à l'UFC. Et enfin, Alizé, pour conclure ce petit récap, le rallye du Mexique en WRC aussi ce week-end. Oui. Alors, déjà vainqueur du rallye Monte-Carlo en janvier, Sébastien Ogier a signé ce dimanche son 7e succès sur le rallye du Mexique. Le Français, qui ne participe pourtant pas à l'intégralité des matchs, prend la tête du championnat du monde. Sébastien Ogier est devenu ce dimanche le premier pilote à s'imposer 7 fois au Mexique, battant ainsi le record qu'il co-détenait avec Sébastien Loeb, invincible au Mexique entre 2006 et 2012, vainqueur 3 fois avec Volkswagen entre 2013 et 2015. Le Français enchaîne un 4e succès consécutif après ceux de 2018 avec Ford, 2019 avec Citroën et 2020 avec la Toyota Yaris. Oui, quelle carrière de Sébastien Ogier. Merci Alizé pour ce petit récap. Juste après une petite transition, on retrouve Axel et on va parler football, puis tennis, puis basket. Et on va maintenant passer à une rubrique indispensable dans cette émission. C'est évidemment le joueur clé de Louis. Et Louis, ce soir, tu nous parles de Thiago Almada, un joueur dont le grand public ne connaît pas forcément, mais les puristes, évidemment, le connaissent. Ouais, on va aller faire un petit détour en Amérique, voilà, où il a signé une grosse performance ce week-end. Alors, Thiago Almada, déjà, il est formé à Vélez Sarsfield. Excusez-moi pour l'accent. Pardon. Mais en tout cas, c'est une grosse équipe là-bas en Argentine qui est connue pour former les jeunes. Il y a Nicolas Dominiquez qui vient, Perrone, le joueur de Manchester City, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est déjà dans ce cocon et il est lancé par Gabi Heinze, le joueur de Marseille et de Paris. Et il va déjà impressionner par sa qualité technique, ses déplacements, etc. Et il va être repositionné dans l'axe en tant qu'émocé parce qu'à un moment il jouait sur les côtés et là ça va être la grande révélation. En 100 matchs il va marquer 24 buts et 10 passes D avec l'équipe d'Argentine et puis il va être transféré l'été 2021 à Atlanta qui voulait se faire une place en MLS et ça va être c'est toujours le plus gros transfert de MLS à ce jour. Et Atlanta qui est, si vous regardez, qui a acheté sur 5 joueurs, les 4 sont dans le top 5 des plus gros transferts. Donc, il y a des chiffres sur Almada ou je crois que c'est entre 15 et 18, j'avoue que j'ai... Ok. Mais c'est en tout cas le plus gros transfert pour l'instant. Et dès le début, alors il va mettre un peu de temps à se mettre en route parce que dès le premier match, il prend 3 matchs de suspension. Belle entrée. En fait, il était un peu nerveux. C'est un joueur qui joue sur l'instinct, etc. Il vit les matchs à 100%. Et donc là, il a vécu un peu trop. Mais en tout cas, il a réussi à se calmer, à se canaliser et à
prendre cette nervosité dans le ballon, si j'ai envie de dire. Alors il s'est fait connaître l'année dernière parce qu'en play-off, Atlanta était mené 2-1 par Seattle, si je ne dis pas de bêtises, ou une autre équipe, enfin bref. Et en gros, dans le temps additionnel, il va mettre 2 coups francs qui vont donner la victoire à Atlanta. C'est sûrement sa plus grosse qualité, justement, les coups francs, les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, mais sa qualité technique, c'est vraiment aussi ce qui le définit, son jeu de passe, sa vista. Je vous invite à aller voir une compilation où vraiment, en fait, c'est un 10, mais il revient en tant que 6 pour aller chercher le ballon et il casse 3 lignes. C'est un profil qu'on voit moins aujourd'hui en plus. Oui, c'est un profil qu'on voit moins et c'est un profil qui arrive à se libérer et c'est un vrai électron libre en fait. Est-ce qu'il s'est déjà exprimé par rapport au fait d'aller en Europe ou il se plaît aux États-Unis, il a envie de rester aux États-Unis? Pour l'instant, il se plaît aux États-Unis. Après, je pense que son objectif, ça reste l'Europe. Il a quel âge? 21 ans. 21 ans et en fait, il est vraiment très très complet. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a été la surprise de la liste de Scaloni, après la blessure de Joaquin Correa. Il a joué 8 minutes contre la Pologne. Donc en soi, il mérite son titre. Mais quand il discute avec Messi, etc., avec toutes les grosses stars d'Argentine, je pense que l'Europe l'attire et que la MLS va devenir un peu trop petite pour lui et son talent. Quand on voit sa performance face à Portland ce week-end, où il met 2 buts et 2 passes D sur les 5 buts, je pense que ça va arriver assez vite. Et il a un profil pour jouer dans quel championnat après toi? Peut-être du coup en Italie peut-être? En Italie, pourquoi pas. Après, l'Italie, c'est quand même un jeu assez défensif. Il faut vraiment avoir les qualités physiques pour pouvoir jouer là-bas. L'OM n'était pas dessus. Si, l'OM était dessus, mais ça ne s'est pas fait. Je pense que y a Sanchez qui était gratuit et je pense qu'ils n'ont pas voulu miser plus de sûreté. Ouais. Exactement, plus de sûreté. Et puis dans le jeu de Igor Tudor, peut-être que pourtant, je trouve que c'est un peu le même profil parce que défensivement, il est aussi très bon, surtout au niveau du pressing où il n'est pas avide d'efforts. Bah, c'est sûr que c'est un petit joueur, donc c'est sûr qu'il doit être vif et endurant. Il est vif, endurant et il est vraiment très très complet. Moi, ça m'a. À ton avis, surpris. Son destin, ce serait plus un club, on va dire de second plan, peut-être comme, je dis des clubs au hasard, l'AS Rome, peut-être même l'OL, Marseille, ou vraiment des clubs de premier plan comme City, United. Et être plus un joueur de rotation du coup. Ouais. Je le vois aller dans les deux catégories dans le sens où en fait dans un gros club il peut se fondre dans un collectif, il peut avoir un profil à la Garnacho, ça veut dire rentrer en fin de match et puis débloquer le match, mais je le vois aussi aller pourquoi pas à Marseille, OL, des clubs de ce standing, s'imposer et là après viser des gros clubs comme l'a fait par exemple Colomoni, c'est le premier joueur qui me vient en tête, passer de Nantes à Francfort pour ensuite chercher un top club en Première Ligue, en Bundesliga, etc. En tout cas, il a les qualités pour. Il va énormément faire parler cet été et je voulais vous le présenter parce qu'il a énormément de qualités et puis ça va être un futur crack. Merci Louis pour ce joueur clé. On retrouvera un nouveau joueur clé jeudi. On va passer maintenant au tennis parce que le tournoi d'Indian Wells, le Masters d'Indian Wells est terminé et c'est terminé cette nuit avec la grande finale Timothée entre Medvedev et Alcaraz. Bah, c'était la finale qu'on attendait, franchement c'était le match qu'on pouvait espérer entre un Alcaraz hyper en forme qui est de retour de blessure mais qui joue déjà à son top, c'est son premier tournoi sur dur cette saison et déjà une victoire. Il a battu Daniil Medvedev qui restait sur 19 victoires consécutives, dont 4 trophées remportés de suite. Mais Alcaraz était seul sur le court cette nuit. Il a gagné ce match 6-3, 6-2. Donc franchement c'est un score en 1h14 de jeu si je dis pas de bêtises. Donc franchement c'est monstrueux, c'est une énorme performance de sa part. On le voit dans les stats, il a été largement dominant, il est à 14 coups gagnants contre 4 seulement pour Medvedev. Medvedev n'a pas claqué un seul ace du match alors qu'on sait que c'est une de ses plus grande qualité. Carlos Alcaraz qui est le plus jeune joueur à avoir remporté du coup les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Voilà une énorme performance encore une fois de sa part. Je voulais revenir aussi sur la finale dame. T'avais un truc à dire? Je crois que aussi c'est le plus jeune à réaliser Grand Chelem, Masters 1000. Il avait déjà ATP, gagné un Masters 1000, mais c'est le premier à remporter 2 Masters 1000 et un Grand Chelem à son âge. Et il redevient numéro 1 mondial. Et surtout, il redevient numéro 1 mondial. J'allais y venir. Si on peut jeter un œil sur le classement ATP, voilà, Carlos Alcaraz qui dépasse Djokovic qui n'avait pas pu disputer ce tournoi car non vacciné. Et ensuite, pas énormément de changements. Tsitsipas, Rude. Medvedev qui reprend une place quand même. Auger-Aliassime, Rublev, Rune, Hurkacz et Fritz qui chute dans le classement parce que Fritz avait remporté le tournoi à Miami, était 5e mondial au début de la semaine, mais du coup il repasse
10e, même s'il a fait quand même un très beau tournoi. Et aussi on voit Rafael Nadal, parce que Rafael Nadal pour la première fois depuis 2005 quitte le top 10. Voilà, c'est presque historique, c'est même historique on peut le dire. Rafael Nadal qui est maintenant 13e. On peut le dire, on n'a jamais connu ça. On a presque jamais connu ça, oui, c'est certains ici. Faut pas enterrer Nadal tout de suite, parce que Nadal, faut pas enterrer Nadal tout de suite. Il attend l'été, Nadal. Parce que là, il est déjà en train de se préparer sur terre battue. Il devrait être de retour à Monte-Carlo dans, je crois que c'est dans 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc méfiez-vous, c'est pas du tout la fin de Nadal. Je pense qu'il peut largement remporter encore au moins Roland-Garros. Tu penses qu'il va réussir à enchaîner Monte-Carlo, Madrid, il les fera sûrement pas tous. Monte-Carlo sera le premier pour lancer sa saison. Ensuite, il ira sûrement faire un tournoi en Espagne, je pense Madrid. Ouais. Peut-être qu'il passera Rome, à voir, ça dépend, parce qu'il pourrait se faire rattraper par ses blessures. À la cuisse, au pied, on sait que Nadal commence à être un peu fragile. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit vraiment très en forme pour Roland Garros et pouvoir rivaliser avec Djokovic, Alcaraz, ce serait beau, une finale Nadal-Alcaraz. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable, mais évidemment c'est pas sûr. Avec Djokovic quand même, faut pas l'enterrer, parce que c'est sûr qu'il était pas là à Miami, mais évidemment s'il était là, il aurait peut-être remporté le tournoi. Également, pour revenir rapidement aussi sur la finale du tournoi de dames, si on peut voir une image, Elena Rybakina, celle qui a gagné Wimbledon en 2022, a pris sa revanche contre Aryna Sabalenka, qu'il avait battue en finale de l'Open d'Australie en début d'année. Donc voilà, c'était la revanche simplement, et Rybakina qui s'impose comme une top joueuse, qui avait battu Iga Swiatek en demi-finale par le score de 6-2, 6-2. Donc vraiment, c'est performance incroyable de sa part. Et voilà, une joueuse très humble qui est 23 ans, qui est très grande en taille, qui sert très bien, qui est très puissante. Et voilà, donc c'est une jeune joueuse qu'il faut vraiment regarder, et ça m'étonnerait pas qu'elle soit top 5, top 4, top 3 à la fin de la saison. Et on va juste terminer cette émission par un petit point rapide sur le basket et la Coupe de France qui s'est déroulée hier avec les demi-finales. Axel, on a eu 2 demi-finales. On a eu d'abord Monaco qui a affronté Le Mans. Ouais, Monaco qui était privé de son meneur principal Mike James à cause de violation des règles internes au club. Alors c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait au CSK, donc c'est un petit peu connu des C'est-à-dire, il aurait fait quoi? Alors je sais pas, j'en sais pas plus. Moi je sais juste ça. Je sais pas si on sait exactement d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que j'ai cherché un peu mais on n'a pas vu. Alors si certaines personnes ici savent, je veux bien savoir, mais non. Après quand même un très beau match de Monaco qui s'est fait peur quand même au début, parce que dès les 10 premières minutes ils sont menés 26-15 contre une équipe du Mans qui était pas si mal au final, bien plaisante. Mais après ils se sont bien rattrapés avec notamment la fin du match où ils mettent un 7-0 qui plie totalement les débats avec un 87-78 et prennent leur ticket en premier pour la finale, qui va être une très belle finale face à l'Asvel. Face à l'Asvel qui a affronté justement Strasbourg. Face à l'Asvel qui affrontait Strasbourg, parce que eux par contre ils n'ont pas forcément douté dans le match. C'est sûr. Avec un énorme Youssouf Afal qui plante 16 points et 13 rebonds. Donc, et 3 passes décisives aussi. Il a dominé en fait la raquette, il a dominé les débats, suivi d'un bon Amin Noua qui a 12 points et un Dibos qui a 13 points. Donc une belle équipe. De Colo était là Ouais, De Colo était là, mais il a pas fait un énorme match, il me semble. Il a mis pas plus de 10 points, je sais plus exactement les stats, mais en tout cas vraiment un beau match de Youssouf Afal qui a juste dominé ce grand qu'on voit là, Massa. Mais ils prennent leur ticket avec une bonne performance face aux Strasbourgeois. Et j'aimerais noter une stat aussi, c'est qu'en tout ils ont pris 41 rebonds contre 22 contre les Strasbourgeois, donc une énorme domination dans la raquette. Et je pense que c'est d'ailleurs ça la clé du match. C'est grâce à ça peut-être qu'ils ont gagné, mais en tout cas voilà, ça va faire un très beau match contre certainement les 2 meilleures équipes de France actuellement. Et juste rapidement, est-ce que vous voyez l'Asvel s'imposer dans cette finale, Louis? Bah oui, c'est une finale super ouverte, donc tout est possible et ils peuvent s'imposer. Ok, Jordan? Bah, moi, connaissant la fiabilité de Monaco en finale qui n'est pas assurée, avec un Mike James qui n'a jamais gagné de titre, je vois pas pourquoi ce serait cette fois-ci, avec un Lasvel qui revient en très bonne forme en 2023. Et comme il l'a dit, leur dominance dans la raquette avec des Taïus ou Fall, je pense que ça va vraiment faire la diff contre Monaco. Ouais, je suis de leur avis aussi. Et puis
En fait, ce qu'ils nous ont montré avec la Leaders Cup, c'est que quand ils se concentrent, pour moi, ils sont vraiment imbattables. Alors, je sais plus qui a battu Monaco en quart, mais ils nous ont bien, c'est JL, je crois, qui a battu Monaco en quart. Ils nous ont bien facilité la tâche. Mais en fait, on a roulé sur les Leaders Cup, et je pense que ça va être un peu pareil sur ça. Alors, peut-être pas quand même sur Monaco, on va peut-être pas rouler sur Monaco, mais en tout cas, on est pour moi favori, parce qu'une fois qu'on joue sérieux, avec des 2 colos ou des 10 boosts, ça fait vraiment très mal. Donc, après, cette saison, on n'a pas encore gagné l'Asvel. On n'a pas encore gagné Monaco. Après, c'était en championnat. Donc, championnat, il le joue moins, même en Euroleague, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais en Euroleague encore moins que le championnat. Mais je pense qu'ils vont aller chercher un petit titre de Coupe de France. On suivra ça en tout cas ce mercredi. Ce sera à l'Accor Hotel Arena. Le 22 avril. Le 22 avril, voilà, c'est ça, ce mercredi. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à la régie, merci à vous les chroniqueurs, merci à Alizé. On se retrouve ce jeudi à 19h comme d'habitude pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.